Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à mon réseau social, on s'intéresse à deux organismes qui participent activement à la diffusion et à la sauvegarde du riche patrimoine de la Côte-de-Beaupré. Et on commence en force avec Aux-Trois-Couvents, que les gens de la Côte-de-Beaupré connaissent mieux sous le nom du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré. Madame Dubé, parlez-moi de votre implication aux Trois-Couvents. Qu'est-ce que vous faites au sein de l'organisme? Alors, moi, je suis au conseil d'administration. Je siège comme trésorière à l'organisme. Ça fait déjà 4 ans que je suis au conseil d'administration, 2 ans là, comme trésorière. Et vous investissez beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Pourquoi ça vous tient à cœur, cette cause-là? Bon, en fait, moi, c'était vraiment... J'ai été approchée il y a environ 4 ans pour siéger là, par l'ancien président ici aux Trois-Couvents. Ça me plaisait à l'idée de m'investir dans la communauté là, dans laquelle j'ai un commerce. Ça me permettait là, de redonner, j'estimais, à la communauté un peu de mon temps, de mon énergie là, d'une façon différente. Parce que vous êtes de Château-Richer, c'est ce que je comprends? Bon, en fait, moi, j'ai un commerce à Château-Richer, là, j'habite à Québec. OK. Puis sinon, il y a des défis au sein du conseil d'administration, justement. Quels sont le défi le plus important, là? En fait, au sein de l'organisme, il y a différents défis. Le défi de gouvernance, donc de recrutement de membres au sein du conseil d'administration, est toujours un défi annuellement. Les gens ont un peu peur de ces organismes. Le CA, c'est parfois un petit peu, les gens sont un peu craintifs. Ça demeure très convivial. Des gens qui auraient un intérêt là, envers aux Trois-Couvents pourraient vraiment là, nous solliciter pour siéger là, au sein du conseil d'administration. On est intéressé à recevoir là, les candidatures tout le temps. Ce n'est pas une implication qui nécessite des millions d'heures par semaine. On prend ce que les gens sont capables de nous donner. Puis qu'est-ce que ça prend, justement, là, pour être au sein du conseil d'administration? Bien, en fait, ça prend un désir de s'impliquer, une certaine motivation, tout de même un peu de temps, mais ça peut varier de 2 heures par semaine à 2 heures par mois, ça dépend de chacun. Les compétences sont diverses, donc quelqu'un qui ne connaît pas le musée, comme moi au départ, peut très bien s'impliquer. On va tirer profit, entre guillemets, de ses compétences autres pour les mettre à profit là, au niveau de l'institution. Et vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Est-ce que ça vous apporte des bienfaits, justement? Bien, moi, ça m'apporte effectivement le sentiment de redonner à ma communauté, de pouvoir faire tirer, j'ai certaines compétences évidemment acquises, que je peux faire tirer profit un organisme là, de ces choses-là que j'ai acquises au fil des ans. Madame Dubé, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci. Madame Bergeron, on est présentement aux Trois-Couvents. C'est un bâtiment qui a beaucoup d'histoire. Est-ce que ça serait exact de dire que c'est un des plus vieux bâtiments de la Nouvelle-France? Non, parce que le couvent ici a été construit en 1907, donc c'est pas un des plus vieux bâtiments. Le site, par contre, c'est un site qui est quand même assez ancien. Le premier couvent a été construit en 1694 ici sur le site. Il y a eu 3 couvents. Donc le premier en 1694, le deuxième en 1830 et le bâtiment actuel en 1907. Et plus récemment, il y a une structure qui a été mise autour ici, justement, pour diffuser et mettre en valeur le patrimoine, parce qu'on le dit, l'histoire, ça vient avec beaucoup de patrimoine. Justement, quelle est la mission de l'organisme qui a été créé ici? Aux Trois-Couvents, mais en fait, on a été créé, on n'était pas hébergé par le lieu ici. On a été créé en 1984 et à ce moment-là, on logeait dans le grenier du Moulin du Petit-Pré. On est ici depuis le début des années 2000. Notre mission à nous, aux Trois-Couvents, c'est de mettre en valeur, de promouvoir et de faire connaître l'identité culturelle de la Côte-de-Beaupré. On est un lieu de rencontre, un lieu de partage. Oui, on est porteur de l'histoire d'hier, mais on est aussi promoteur de la culture d'aujourd'hui. Puis on comprend que ça passe à travers des expositions, mais est-ce qu'au Trois-Couvents, c'est plus que ça, là? Oui, on a des expositions permanentes et temporaires, mais on a aussi une programmation culturelle automne-hiver qui prend place à chaque année. Cette année, c'est notre 3e année de la programmation culturelle. Ça va débuter bientôt, là, ça débute en septembre. Et les gens connaissent beaucoup le lieu ici comme le centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré, mais je comprends que le nom a changé pour Aux-Trois-Couvents. Je me demandais pourquoi on a changé de nom. Le nom a changé en 2016 parce qu'on a eu une grosse réflexion sur notre mandat et notre mission. Donc, on a revu un petit peu notre mission afin d'être un petit peu
plus près de notre communauté, de s'engager, de collaborer avec les gens, avec les artisans du lieu. Donc, c'est pour ça aussi, à travers toute cette réflexion-là, on a changé le nom pour devenir Aux Trois Couvents, parce qu'on est plus qu'un centre d'interprétation. Comme je disais tout à l'heure, on est aussi un lieu de partage, un lieu de rencontre et on se veut promoteur de la culture. C'est important de s'ancrer dans la communauté, vous venez de le mentionner. Avez-vous justement des exemples là, de façon que vous avez collaboré peut-être avec la municipalité ou encore avec des gens du milieu des affaires? Là? Je vous dirais qu'on collabore dans à peu près tous nos projets. Tantôt, on parlait de la programmation culturelle. On essaie de collaborer avec des gens qui sont près d'ici, qui travaillent, d'impliquer les gens, que ce soit des comédiens, que ce soit des gens de la communauté qui viennent travailler comme bénévoles. On a aussi nos expositions temporaires qui sont faites en collaboration avec les gens de la communauté. Présentement, on a une exposition qui est 75 ans d'événements, qui relate les 75 années d'opération du Cercle de fermières de Château-Richer. Ce sont eux qui nous ont approchés, nous disant, nous, on a un projet d'exposition, mais on n'a pas de lieu pour le diffuser, on n'a pas d'expertise. Donc, à ce moment-là, on travaille ensemble. Vous êtes ouvert aux suggestions, puis ça me vient à l'esprit aussi, il y a l'exemple de Saute aux yeux aussi, qui a une superbe exposition oui, aussi. Oui, Saute aux yeux aussi, c'est la même chose. Saute aux yeux, lorsque nous, on a appris qu'ils célébraient cette année leurs 20 ans, on les a approchés pour faire une exposition en collaboration avec eux parce que c'était évident que ce sont des acteurs importants, des acteurs culturels de la communauté. On ne pouvait pas passer à côté de ça, donc on a fait l'exposition avec eux. C'est un travail collaboratif, c'est sûr que c'est pas que nous qui travaillons là-dedans, on travaille tout le monde ensemble. Madame Dubé expliquait tout à l'heure qu'il y avait un défi au niveau de la gouvernance du conseil d'administration. Est-ce qu'il y a d'autres défis importants là, ici, aux Trois Couvents? Là? J'ai envie de vous dire qu'on ne fait pas exception de tous les institutions muséales ou les lieux culturels. Notre principal défi, c'est un défi financier. Depuis 4 ou 5 ans, les subventions des différents paliers gouvernementaux ont énormément diminué. Le milieu culturel, c'est un milieu qui est difficile, là, tout le monde, on est dans le même bateau. Donc, notre principal défi, oui, c'est de trouver du financement. Du financement, que ce soit pour les activités, on fait des partenariats, des collaborations, mais quand on organise une programmation haute en couleurs comme la nôtre, bien, on a besoin de sous, mais ça va plus loin que ça. On a besoin de sous aussi pour le fonctionnement. Le bâtiment qu'on a, c'est un superbe bâtiment qui a énormément de potentiel. Notre mission a beaucoup de potentiel, mais pour aller à la hauteur de nos ambitions, bien, ça prend des sous. Et c'est le plus gros défi, de trouver ces sous-là, de trouver des partenaires financiers qui acceptent de s'impliquer dans le long terme. D'où l'importance de s'ancrer dans la communauté pour aller chercher des appuis. Justement, comment entrevoyez-vous l'avenir? Sentez-vous que vous allez être bien soutenu par le milieu de la Côte-de-Beaupré? Là? Oui, parce qu'on travaille, justement, on a une programmation qui s'adresse aux gens de la Côte-de-Beaupré. Donc, tranquillement, pas vite, les gens se sentent de plus en plus concernés par le lieu. En faisant des projets collaboratifs, bien, ça amène des gens qui étaient peut-être jamais venus, étaient peut-être déjà venus quand c'était un couvent, mais pas venus quand on était un centre d'interprétation. Donc, ça amène des gens qui nous redécouvrent ou qui nous découvrent. Donc, je ne suis pas inquiète pour la suite. C'est pas facile, c'est des défis, mais je suis vraiment pas inquiète que la communauté est derrière nous. Madame Bergeron, merci beaucoup pour l'entrevue. Bien, mon nom, c'est Brigitte Bélanger. Je ne suis pas native d'ici, par contre, mais je demeure à Bois-Châtel depuis 2012. Et je suis impliquée au sein du Centre d'interprétation et maintenant les Trois Couvents. Ça va faire 3 ans maintenant. J'ai commencé en tant que bénévole anonyme pour m'impliquer au sein de l'équipe. Et puis après, je suis rentrée dans le conseil d'administration en tant que vice-présidente et maintenant, depuis le printemps dernier, en tant que présidente du conseil d'administration. Puis les gens te connaissent comme la gérante du Royal Champêtre, un bed and breakfast à Bois-Châtel. Mais là, tu t'impliques ici dans une institution muséale. Comment ça a commencé? Pourquoi tu as décidé de t'impliquer? Qu'est-ce qui t'allumait dans ce défi-là? Bien, écoute, je dirais que depuis 2014, quand j'ai eu le prix du tourisme au Gala de la reconnaissance de la Côte-de-Beaupré, j'ai plus été reconnue. Puis, suite à des réunions pour mon travail, j'ai rencontré des anciens membres du conseil d'administration qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Brigitte, la culture t'intéresse beaucoup, tu fais venir des visiteurs pour connaître la région, est-ce que ça t'intéresserait? » Donc finalement, comme j'ai un passé avec beaucoup d'attrait pour l'archéologie, parce que j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de pays dans le monde, je me disais pourquoi pas poursuivre cet aspect culturel et patrimonial. Donc, c'est un peu comme donner du temps pour la communauté, en fait, de s'impliquer pour mettre en place toutes les expositions, les activités qu'on fait. C'est comme un remerciement à la communauté, le fait de travailler ici. C'est un retour d'ascenseur.
Ça ressemble à quoi ton implication? Je comprends que tu es présidente du CA, tu dois présider des réunions du CA, mais sinon, tu t'impliques sûrement à d'autres niveaux, puis j'imagine que tu essaies d'apporter tes forces aussi, là. Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr qu'en tant que président dans les conseils d'administration, on prend beaucoup de décisions par vote, on suit les budgets, les états financiers, la vision à long terme, etc. Mais c'est sûr que notre rôle ne s'arrête pas juste à ça, peu importe notre poste au sein du CA. Mais on est tous des porte-parole. Donc, moi, je suis porte-parole pour l'équipe, pour le centre en général, dans toutes mes implications professionnelles ou personnelles. Dès que j'ai la chance de parler des droits couvents, j'en fais de la promotion, mais aussi j'aide l'équipe pour la mise en place des activités, des ateliers, des expositions. J'aide dans les négociations dès que je peux au niveau, aller chercher des commanditaires. Tout faire, en fait, ce qu'on peut, parce qu'on est une petite équipe. Les organismes à but non lucratif, on fait toujours beaucoup avec peu de gens, donc tout le monde met la main à la pâte. Donc, on aide à tous les niveaux, je dirais. Puis depuis que tu es arrivée, est-ce que tu trouves que ça va bien? Est-ce qu'au Trois-Couvents, ça s'en va dans la bonne direction, là? Ah bien, on a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de changements en même temps. C'est vrai que la nouvelle image, le nouveau logo, le nouveau nom, le nouveau site Internet, la nouvelle équipe ont fait que justement, on a eu le vent en poupe avec tout un nouveau programme d'activité et les chiffres sont vraiment exponentiels au niveau de la participation de la communauté, l'intérêt envers ce qu'on met en place. Ça va dans les deux sens et on n'a que des encouragements. Donc, je pense qu'on a un bon élan, là. Puis ça ressemble à quoi les défis, là? C'est quoi les plus grands défis justement dans le développement de l'organisme ici, là? Parce qu'il est bien impliqué dans la communauté, mais il y a aussi des défis de tous les instants, là. Puis ça ressemble à quoi ici concrètement à Château-Richer? Bien, comme tous les organismes à but non lucratif, le premier défi est toujours un défi financier. Il est certain que sans les subventions du gouvernement, du ministère de la Culture, on n'existerait pas aujourd'hui, là. Mais comme tout le monde le sait, les subventions diminuent depuis les dernières années. Donc, il faut aller chercher de l'aide financière par des partenaires, des commanditaires, avec les entreprises de la région, même des gens du privé qui veulent investir dans la région. Donc ça, c'est un gros défi. Beaucoup de temps qu'on donne, beaucoup de communication pour aller chercher cette part-là qui nous manque. Je dirais que les autres défis aussi, c'est de trouver des bénévoles, trouver des membres d'un conseil d'administration, parce que tout ça, c'est du temps qu'on veut donner. Donc ça, c'est tous des défis pour justement faire en sorte que notre budget fonctionnel fonctionne, puis qu'on puisse avoir la part financière pour mettre en place toutes nos activités. J'aimerais terminer sur une note plus personnelle, parce que tu l'as dit, c'est du bénévolat, hein? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, là? Qu'est-ce que tu aimes dans ton implication ici au Trois-Couvents? Moi, je dirais, premièrement, c'est le contact avec les gens. Deuxièmement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle activité, je me dis, il faut être fier de ce qu'on a. On ne le dit pas assez. Il ne faut pas se comparer à d'autres villes ou à d'autres destinations. Il faut vraiment être fier de nos racines puis les mettre en valeur. Il ne faut pas se compliquer la vie. Puis c'est les gens avant tout. Ensuite, tout ce qu'ils ont réalisé. Et toutes les entreprises et les artistes aujourd'hui qui existent encore, il faut que les épauler. Et c'est que comme ça que ça fonctionne. Et je pense que moi, j'apprends tous les jours, j'apprends à connaître des nouvelles personnes, des artistes magnifiques. Puis moi, ça me comble énormément dans ce sens-là. Découvrez Paul Letourneau, l'opticien de famille, dans sa nouvelle boutique. Vente, ajustement, réparation de lunettes de qualité. En boutique, vous trouverez des lunettes de soleil, de sport, pour l'ordinateur, de sécurité, ainsi que des lentilles cornéennes. Paul Letourneau, opticienne, c'est aussi un service à domicile pour les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Un service personnalisé à l'échelle humaine. Prenez un rendez-vous à sa boutique sur la Côte-Sainte-Anne et apportez votre prescription. En boutique ou à domicile, Paul Letourneau, l'opticienne, près des gens de la Côte. Montréal a 375 ans. Le Canada fête ses 150 ans cette année. Et la grande ferme de Saint-Joachim sur la côte de Beaupré fête ses 350 ans cette année. Aujourd'hui, on vous présente l'équipe derrière la grande ferme, soit l'équipe du Centre d'initiation au patrimoine de la grande ferme de Saint-Joachim.
Monsieur Tremblay, quelle fonction occupez-vous à la Grande Ferme et en quoi ça consiste là, sur le terrain concrètement? Qu'est-ce que vous faites ici à la Grande Ferme? J'occupe la fonction de président du conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration de l'organisme, comme on le sait, un conseil d'administration, bien, ça oriente l'organisme, ça prend les grandes décisions, ça donne les objectifs. Puis par la suite, bien, les gens de la gestion bien, sont chargés de concrétiser ces objectifs-là. Alors, le conseil d'administration, via son président, détermine les objectifs à atteindre, détermine les résultats. Et par la suite, bien, les gens disposent des moyens, puis ont à mettre en place les moyens pour réaliser, atteindre ces résultats-là. Et présentement, quels sont les principaux objectifs visés par l'organisme de la Grande Ferme? Là? Les principaux objectifs sont d'abord de développer davantage. On veut continuer d'étendre parce que c'est quand même pas d'hier. La corporation est née en 1984, a débuté ses activités en 1979 par un partenariat entre le ministère qui s'appelait des Affaires culturelles à l'époque, puis la municipalité de Saint-Joachim, dont j'étais conseiller municipal, de là mon implication. Des fois, des gens disent que c'est un passage obligé, mais c'était tellement intéressant qu'on s'intéresse rapidement et on devient rapidement partisan. Et puis, ça vient de là. Et au début, bien, là, j'entre un peu dans l'historique de l'organisation, mais au début, les services étaient offerts aux étudiants. Il y avait 2 types de stages. Des stages pour des étudiants du secondaire qui duraient 5 jours, puis des stages pour des étudiants du primaire qui duraient 3 jours. Par la suite, bien, comment je pourrais dire, financement oblige. Il a fallu diversifier, puis il a fallu essayer d'augmenter la fréquence à l'organisation. Au début, il y avait, les conditions étaient très différentes. Et, il y avait des listes d'attente d'étudiants du secondaire, d'étudiants du primaire. Par la suite, bien, l'argent se faisait un petit peu plus rare, puis le fonctionnement se faisait un petit peu plus rare. Bien, les listes d'attente ont fondu tranquillement, pas vite, et il a fallu trouver d'autres formes de financement, puis d'autres types d'activités pour assurer une bonne fréquentation au centre. Et ça demeure le défi, comme pour plusieurs organismes à but non lucratif, le nerf de la guerre, c'est le financement. Le ministère des communautés culturelles, des affaires culturelles, est encore un bon bailleur de fonds, mais naturellement, ils ont d'autres mondes à supporter. Leur mission aussi ne se rétrécit pas, est toujours omniprésente puis s'agrandit. Donc, il faut, nous, de notre côté, qu'on réussisse à trouver d'autres créneaux qui vont faire en sorte qu'on va assurer la pérennité de l'organisation, qui dure déjà depuis 38 ans. Vous êtes le nouveau président du conseil d'administration, mais ce qu'on comprend, vous n'êtes pas vraiment nouveau ici à la Grande Ferme. Parlez-moi, depuis combien de temps vous vous impliquez au sein de l'organisme, là, parce que ça date vraiment pas d'hier. Je me suis impliqué au départ en 1979, comme je le disais. J'ai même fait partie du comité qui a embauché les personnes qui étaient ici, les animateurs, animatrices qui étaient ici, dont le dernier comment je pourrais dire, la dernière personne parmi les fondateurs est partie à la retraite tout récemment, okay. En juin. Elle est partie à la retraite, ça faisait 38 ans qu'elle était ici. Jusqu'en 84. En 84, ben, le Centre d'initiation patrimoine est devenu incorporé à la municipalité. Et là encore, ben, j'ai continué mon implication. En tout et partout, j'ai été président à partir de 84 jusqu'en 96-17, autour de ça. Après ça, je suis revenu un petit peu plus tard. J'ai dû repartir, toujours en raison des implications de nos emplois temps plein, parce que c'est sûr qu'on ne fait pas que ça. Alors, il y a d'autres obligations.
Et puis, à ce moment-là, des fois, les contraintes font qu'il faut laisser. Et puis, je suis revenu une troisième fois, tout récemment, c'était en juin, où je suis revenu. J'étais revenu au sein de l'organisme en novembre, puis la présidence en juin. Mais vous avez passé ici de nombreuses heures, j'en suis convaincu. Pourquoi ça vous tient à cœur justement de vous impliquer au sein de la grande ferme de Saint-Joachim? C'est surtout la mission auprès des jeunes. C'est l'histoire. C'est le créneau des jeunes, on l'utilise aussi parce que les jeunes sont des bons agents d'information auprès de leurs parents notamment. Malheureusement, notre passé a été un petit peu oublié. Puis même nous autres, des fois, on ne se souvient pas de comment ça se passait. Des gens nous parlent de quelque chose, ils disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, mon grand-père faisait ça, ma grand-mère faisait ça. » Puis, il est important que l'histoire se perpétue. Il est important qu'on connaisse notre patrimoine, qu'on sache ce qu'on faisait dans le temps, comment on le faisait, qu'on puisse revenir à nos racines. Puis ça, par la mission d'éducation, ça permet beaucoup de passer des messages, puis d'assurer que toute cette information-là reste présente, puis se transmette. On est dans une ère technologique, là, puis vous parliez des jeunes, j'imagine que vous voulez accélérer le virage numérique ici, justement, pour intéresser davantage cette clientèle-là scolaire et les jeunes. C'est sûr que les moyens qu'on utilise aujourd'hui sont bien différents des moyens qu'on utilisait à l'époque. Là, on a un site Internet, on travaille par des moyens qui sont interactifs, alors qu'à l'époque, on s'installe, puis on se déguise, puis on informe les enfants. Mais là, aujourd'hui, on utilise d'autres types de moyens. Il faut les passionner, hein? Il faut qu'ils sentent de l'intérêt. Si on ne les accroche pas, là, c'est sûr que, la fréquentation va baisser, puis deux, l'information qu'ils vont transmettre va être de moins bonne qualité. Et plus tu es intéressé, plus tu cherches à apprendre. Puis si on ne réussit pas à t'intéresser, à ce moment-là, ça diminue, l'intérêt diminue, puis l'objectif de départ n'est pas atteint à 100 %. Monsieur Tremblay, merci beaucoup pour votre participation à l'émission et de nous avoir expliqué un petit peu en quoi consiste votre implication ici à la Grande Ferme. Ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup. Gabriel, tu as un nouveau poste ici. Quel est-il et justement, qu'est-ce que tu fais concrètement puis c'est quoi la mission en lien avec tes fonctions là? Dans le fond, je suis la coordonnatrice de la Grande Ferme. Mon travail, c'est sûr qu'il y a une partie qui est plus administrative, mettons, parce qu'il faut entretenir la maison et tout ça. Mais sinon, c'est vraiment de coordonner les différentes activités, les services qu'on a ici à la Grande Ferme, que ce soit les repas de groupe ou les activités éducatives, l'accueil des touristes et les événements. Parce qu'il y a un patrimoine ici qui est très riche. Parle-moi de l'époque de la maison, parce que c'est une maison qui a beaucoup d'histoire. Ça date de quelle époque? En fait, la maison dans laquelle on est présentement, elle date de 1866. Elle a 151 ans. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec le site de la Grande Ferme, c'est que cette année, on fête notre 350e. Donc, ça fait 350 ans que le Séminaire de Québec, avec François de Laval, a décidé de construire une immense ferme pour subvenir aux besoins alimentaires du Séminaire de Québec. Puis pour diffuser justement le patrimoine, ça passe par des activités, par des initiatives. Quelles sont justement les principales activités ici à la Grande Ferme de Saint-Joachim? C'est sûr que nous, on priorise beaucoup l'accueil des groupes scolaires parce que ça fait partie de la mission de la Grande Ferme depuis 1980. Donc, il y a des élèves qui viennent ici en sortie éducative, 1, 2, 3 jours, qui font des stages en fonction de qu'est-ce qu'ils voient à l'école. Mais par exemple, 4e année, c'est Nouvelle-France, 3e année, Amérindien et tout ça. Mais on essaye aussi de se déplacer dans différents événements, d'accueillir des groupes sociaux. Il y a des touristes aussi qui viennent, la clientèle touristique qui vient nous voir. Puis les gens qui viennent manger aussi à la Grande Ferme, c'est important pour nous de leur apprendre l'histoire du lieu dans lequel ils sont.
quelle activité ils font, là? Parce que là, on comprend qu'ils apprennent beaucoup de choses sur l'histoire, mais j'imagine qu'il y a des activités qui sont interactives, là. Oui, c'est sûr. En fait, quand les gens réservent ici, on leur offre une possibilité d'ateliers qui partent des trucs plus techniques, comme un rallye dans le village sur l'architecture des maisons ou apprendre les techniques de feu amérindiennes, donc l'évolution des techniques. Puis ça va jusqu'au personnage costumé ou là, qui fait la rencontre des clientèles en racontant des légendes ou comment les gens vivaient autrefois. Puis sinon, on l'entend dans tes commentaires, tu es passionné, là, justement. Oui. Qu'est-ce qui te tient à cœur là, de t'impliquer au sein de l'organisme? Mais en fait, je trouve que la richesse de l'histoire, la richesse du lieu, le nombre de personnes qui est venu, qui a fréquenté la grande ferme à l'époque, c'est quelque chose de très touchant pour moi, puis pour les gens qui viennent aussi. On a beaucoup de visiteurs qui viennent parce que leurs ancêtres se sont mariés ici, qui ont travaillé ici. Donc, c'est l'attachement, moi, que je trouve important. Puis c'est important de diffuser ça auprès des gens pour qu'ils comprennent la richesse de l'endroit puis du lieu où est-ce qu'on est, parce que la Côte-de-Beaupré, c'est un peu le berceau de l'Amérique française. C'est ici que ça a commencé. Donc, c'est important pour moi que les gens sachent d'où ils viennent. Puis Lucien me le mentionnait tout à l'heure, il y a une volonté de développer davantage. Là, justement, y a-t-il un beau potentiel ici à la grande ferme de Saint-Joachim? Là? Oui, bien ça, c'est sûr que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une belle liberté. Tout est à faire, puis on a une équipe qui est très dynamique, avec des gens qui travaillent depuis très longtemps ici, mais qui ont encore beaucoup d'idées puis de projets. Donc, c'est sûr que c'est un peu à l'infini, ça va avec la créativité puis la passion des gens qui sont là. Mais dans la vie, ça peut pas toujours être parfait, là. C'est quoi les principaux défis ici à la grande ferme, là? Des trucs qui vraiment là, vous mettent des embûches là, dans la vie de tous les jours? Bien, comme beaucoup d'organismes, c'est sûr que le financement, c'est un peu le nerf de la guerre. On est chanceux à remarquer, comparé à d'autres organismes, les gens ont la possibilité de venir manger ici, donc ça nous donne vraiment un financement qui est précieux comparé à d'autres centres d'interprétation. Les gens ont un bon attachement aussi à la grande ferme. Fait que ça nous donne un coup de main. Mais c'est sûr que les ressources financières, les ressources humaines, des fois, il y a des années, c'est pas évident de se trouver des étudiants qui sont intéressés à venir parler de patrimoine ou à travailler dans ce domaine-là, en fait. Hein? Puis par rapport à la clientèle scolaire aussi, on le vit un peu partout, il y a des coupures, fait que c'est sûr que les écoles sortent de moins en moins dans les lieux historiques, fait qu'il faut être créatif, trouver des solutions, puis sortir aussi un peu de notre côté. Pour ta part, je sens que tu as eu beaucoup de plaisir à nous parler de l'organisme de la Grande Fête. Oui. Merci beaucoup pour ta participation à l'émission. Merci. Voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission de cette semaine. Ne ratez surtout pas l'émission de la semaine prochaine, alors qu'on mettra en valeur 2 organismes communautaires de la Côte-de-Beaupré.